Deux cas de fraude électorale signalés à Béguédo et Zignaré. Des potentiels électeurs sont convoyés par des formations politiques, des actes punis par le code pénal. La CENI engage une action en justice. Les faits établis, les auteurs seront rayés de la liste électorale. Nous développons le sujet dans un instant. Un jour et une nuit à Tiogo, c'est le dossier de cette édition. Il est consacré à l'électrification rurale en passe d'être une réalité pour l'ensemble des villages du Burkina. Un défi à relever par le gouvernement à travers l'ABR. Tiogo, un des villages justement, en est bénéficiaire. L'arrivée de l'énergie électrique et les changements qui s'en suivent, c'est ce que nous verrons. Altruistes, ils sont toujours prompts à sauver des vies par leur sang. Les donneurs bénévoles sont célébrés en cette journée mondiale. La ville de Tinkodogo a accueilli l'événement. Nous nous y rendrons dans cette édition. Décès d'un suspect noir abattu par la police. Les États-Unis sont une fois de plus secoués par des manifestations. Les manifestants ont bloqué une route principale à Atlanta et incendié un fast-food. La responsable de la police a rendu sa démission et le maire réclame la destitution du policier auteur du tir mortel. C'est le menu du 20h. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. À peine reprises, les opérations d'enrôlement des électeurs enregistrent des cas de fraude. Deux cas sont signalés à la commission électorale. Il s'agit de Béguédo dans le centre-est et Zignaré dans le plateau central. Des électeurs sont convoyés par des formations politiques d'une ville à l'autre ou d'un bureau de poste, d'un bureau de vote à l'autre. Des faits prévus et punis par le code pénal parce qu'assimilés à de la fraude électorale. Une action en justice a d'ailleurs été engagée par la CENI. Les détails avec Rasmane Zundi et Dramana Guéné. L'opération d'enrôlement des électeurs se poursuit et ses incidents avec. La CENI a enregistré 2 plaintes pour des cas de fraude ou corruption électorale. La première, c'est à Béguédo, dans le Boulgou. Des électeurs sont transportés du centre-ville vers les bureaux de vote des villages dans le but de glaner les 2 postes de conseillers municipaux aux élections. Le deuxième cas est rapporté de Zignaré. Là, des convois spéciaux quittent Ouagadougou pour se faire enrôler dans la capitale du plateau central. Pourtant, ces cas sont qualifiés de fraude électorale par le Code pénal de 2018, base légale de la CENI. La CENI condamne cette situation et l'a condamnée à travers un communiqué qui a été publié dans la presse. En dehors de la condamnation de la CENI, les auteurs et les cerveaux s'exposent à la rigueur de la loi. L'article 318 du Code pénal prévoit 3 catégories de sanctions dans le cas d'espèce. Il y a d'abord une peine d'emprisonnement allant d'un an à 2 ans pour tout responsable de ces infractions. Et ensuite, une amende de 5 millions à 10 millions et la déchéance des droits civiques allant jusqu'à 5 ans. Le contrevenant est alors rayé de la liste électorale, donc pas de vote le jour des élections. La CENI s'y attelle déjà, la justice est saisie. Les inscriptions sont validées dans seulement 3 situations. C'est l'article 48 du Code pénal qui traite de ces conditions. Si vous résidez dans le secteur, vous êtes autorisé à vous inscrire dans un des bureaux de vote du secteur. Si vous n'avez... La deuxième condition, c'est la condition d'avoir des intérêts sociaux, économiques certains. Donc, être inscrit au rôle de la patente. Par exemple, si vous contribuez au rôle de la patente, au moins 3 ans pour ceux qui ne résident pas. Donc, ça veut dire que vous y avez quand même des intérêts économiques ou des intérêts sociaux. La condition de résidence concerne également ceux qui ont une obligation de résidence au niveau de la commune, au niveau du secteur, du fait de leur fonction ou de leur profession. Une fois ces conditions bafouées, la CENI, les partis politiques en lice, les citoyens inscrits sur la liste électorale peuvent engager une action en justice contre X. Le PADEL, programme d'appui au développement des économies locales, est bien en marche dans la région du centre-est. 3 milliards sont décaissés pour la cause. Des boutiques de rue au marché à bétail en passant par des sites maraîchers ou des marchés types
Plusieurs chantiers sont en cours. Pour faire le constat de l'avancement des travaux, la ministre déléguée à l'aménagement du territoire était sur les sites. Le témoignage de Kounsoun Koulibaly et Tanga Kafando. La ministre déléguée en charge de l'aménagement du territoire sur les chantiers du PADEL, le programme de développement des économies locales dans le centre-est. Dans la commune de Yaragatenga, 50 boutiques sont en construction, comme c'est le cas ici à Saint-Quincé. Nous pensons qu'en tout cas c'est un très bon projet. Avec les levées des besoins, le conseil municipal va prendre une délibération. On va consulter les acteurs qui vont exploiter ça. Dans la commune de Bagré, c'est un marché qui est en construction. 40% de réalisation contre 70% de délai consommé. L'entreprise justifie le retard par un certain nombre de facteurs, dont le coronavirus, et promet de mettre les bouchées doubles pour entrer dans les délais. Par contre, à Galgaï, dans le Kouritenga, où le PADEL réalise un marché de bétail, l'infrastructure est presque terminée et l'entreprise est dans les travaux de finition. Mais dans la globalité, Pauline Zouré se dit satisfaite du niveau d'avancement des travaux. Pour ce que nous avons visité ce matin, je peux dire que je suis entièrement satisfaite au regard donc de l'ouvrage derrière lequel nous sommes, qui est pratiquement terminé, achevé et même déjà opérationnalisable. Et nous sommes donc à 97% de taux d'exécution, contrairement donc à deux autres ouvrages que nous avons visités ensemble qui sont respectivement à 47 et 38%. Nous avons en tout cas constaté que les choses avancent. Donc sur l'ensemble de la région, nous n'avons pas pu tout voir, mais l'échantillon que nous avons vu nous permet en tout cas de dire que la progression est positive, même s'il faut donc que nous renforcions donc le contrôle. Plus de 3 milliards de francs CFA, c'est l'investissement du PADEL dans la région du centre-est et l'objectif est de lancer les économies locales afin de renforcer la résilience des communes rurales. La vie serait devenue plus agréable à Tiogo, un village de la province du Sangué. L'électricité y a fait son entrée à la faveur du programme d'électrification rurale du gouvernement. L'ambition étant de toucher l'ensemble des villages du Burkina. Pour ce faire, au département de l'énergie, un service est dédié à ce volet. Plusieurs zones sont déjà bénéficiaires du programme, mais quel changement cela entraîne-t-il dans le quotidien des citoyens en milieu rural? La réponse, nous l'avons trouvée en passant 24 heures à Tiogo. Salifou Belem et Vincent Tchendrebogo nous proposent ce dossier. Tiogo, village de la commune de Tenado, province du Sangué. Il y a seulement un an que cette localité dispose d'un réseau de distribution d'électricité. Et depuis, la vie des villageois n'est plus comme avant. Quand le courant est rentré au village, il y a eu beaucoup de changements. Les gens là boivent l'eau glacée tout le temps. Mais s'il n'y avait pas de courant, il n'y a pas ça pour boire. Bernard Bonkungu est commerçant et sa boutique bénéficie d'un branchement électrique, ce qui va lui permettre de passer chaque jour de meilleurs moments à son lieu de travail. Paul Bako, propriétaire d'une maisonnette raccordée au réseau électrique, va surtout tirer profit des avantages de l'électricité. Dans cette maisonnette, 2 congélateurs et une plateforme de recharge de batteries de portable. Bienvenue dans son centre d'affaires. Je me déplaçais pour aller à Tenado, 10 km, pour chercher de la glace, pour venir glacer de l'eau pour vendre. Mais aujourd'hui, je fais même plus de déplacement. J'ai mon courant, je glace l'eau, je forme l'eau et je vends. Deuxièmement, j'ai un vidéoclub. Troisièmement, j'utilisais des plaques solaires pour charger des portables. En période hivernale, c'est problème seulement. Je peux dire que ça a augmenté mes revenus à 100%. Avant, si on voulait porte, il faut se déplacer à aller à Tenado. Les hommes ne sont pas les seuls à tirer profit de l'électrification du village. Ici, un moulin à fonctionnement électrique dont l'installation a été facilitée par l'arrivée du courant. Ça profite beaucoup à nous femmes. Maintenant, on ne pile plus. On n'est plus obligé d'aller ailleurs. C'est vraiment un soulagement. À la place du marché, l'enseigne d'une poissonnerie attire l'attention. C'est la propriété de Martine Cansolé. Avant, il n'y avait pas de poisson à Tiogo ici. Mais comme le courant là est venu, nous on a fait venir frigo aussi pour mettre poisson.
pour que les gens là puissent payer. Sinon, avant, là, s'il n'y avait pas courant, le poisson là ne peut pas vendre ici. Ah, je peux vendre 2 ou 3 cartons comme ça. Par jour. Le vieux Bazona Bako est le chef de terre de Tiogo et il constate avec beaucoup de joie le développement qui s'est réalisé dans son village. Nous sommes heureux, très heureux, dit-il. Comme à Tiogo, 5 autres villages du centre-ouest sont bénéficiaires de l'électrification rurale en 2019. Nous sommes maintenant dans le village de Tio, où Donatien préside le comité de gestion de l'électricité du village. Un village électrifié qui en demande davantage. Parce que le village est vaste, il y a beaucoup de gens qui demandent l'aide dans leur cours. Le poteau n'est pas arrivé. De Tio, retour à Tiogo. La nuit tombée, quelques lampadaires illuminent la place du marché. Et beaucoup ne sont pas pressés de rentrer à la maison. Mais Moussa Bako, lui, est déjà rentré. Il doit surveiller ses enfants pendant qu'ils révisent leurs cours. Sa fille Kougiratou, par exemple, prépare son examen du CEP. Avant, j'ai payé des torches pour les donner pour qu'ils puissent apprendre leurs leçons. Mais actuellement, aujourd'hui, comme j'ai mis une ampoule en haut, ça les permet d'étudier. Voilà, donc ça diminue mes dépenses. De l'emploi au divertissement, la vie change après le passage du courant électrique en milieu rural. Et avec l'électrification rurale, la ville arrive au village. De l'électricité, mais aussi de l'eau à la disposition des populations. Nous partons pour Moussodougou avec la fin des travaux de réparation du barrage. L'infrastructure fin prête peut être livrée dans les jours à venir. C'est le constat terrain fait par le ministre de l'eau qui a aussi visité un forage en réalisation. Hassan Gourabou et Ali Traoré. Construit en 1989 et mis en eau en 1991, le barrage de Moussodougou, poumon économique de la région des Cascades, avait perdu de sa splendeur due en grande partie à l'érosion interne de sa fondation. Mais cette situation est en passe de devenir un mauvais souvenir. La GTR, donc, à travers l'entreprise GTM qu'elle a recrutée, a pu donc installer un rideau en acier de pale-planche sur la digue pour justement éviter que l'eau qui se trouve de l'autre côté ne puisse revenir en aval comme je vous l'avais tantôt signalé. Donc ces pale-planches ont été pratiquement installées sur une longueur d'environ 400 mètres sur la digue. Les travaux de réparation terminés, place d'ici là à sa réception. Mais avant, le ministre en charge de l'eau est sur le site pour constater de visu la réussite des travaux. C'est un chantier important et particulier qui s'est exécuté ici durant 5-6 ans, sinon plus. Nous étions venus entre-temps regarder le chantier pour son redémarrage parce qu'il connaissait vraiment beaucoup de problèmes, surtout financiers. De ce que nous avons vu, les éléments nous rassurent que les travaux ont réussi donc à corriger et à résoudre le problème qui était donc identifié. En sus de ce barrage, le ministre Ambroise Ouedraogo est ici à Banfora pour visiter ce forage en cours de réalisation. La profondeur, c'est 91 mètres. Le débit fait 30 mètres cubes. Il faut dire que ça peut quand même résoudre potentiellement le besoin en eau de la ville de Banfora à travers donc le renforcement déjà du réseau hydrologique qui existe déjà. Parce que quand vous prenez un forage dans les zones de socle, les débits recherchés, c'est 5 mètres cubes. Ça veut dire qu'avec 5 mètres cubes, on peut dresser un château d'eau pour alimenter tout un village. Ce sont au total 5 types de forages de ce standing qui sont en cours de réalisation dans la région des Cascades. Des infrastructures qui s'inscrivent dans le cadre des festivités du 11 décembre à Banfora. Campagne agricole dans la province du BAM, les champs sont pris d'assaut par les paysans. Certains sont à la phase de l'ensemencement, d'autres dans l'amélioration des terres par la technique d'usaille. Grosse difficulté, le manque d'intrants et de semences améliorées. Voyons cela dans ce reportage de Amado Ouedraogo et Jacques Ouedraogo.
Sur une superficie de plus de 2 hectares, Moumini Ouedraogo et ses 2 femmes font du zaï pour entamer cette saison agricole. Tous ces enfants se trouvent actuellement sur les sites miniers. Malgré l'absence de la main-d'œuvre, ce cultivateur se dit satisfait du début de la saison. Son seul bémol, le manque d'intrants. On n'a pas les moyens pour se procurer des intrants en quantité suffisante. On est obligé de payer en détail. On fait selon nos moyens. Si ça finit, on sème sans intrants, ce qui ne favorise pas une bonne croissance des semis, mais on n'a pas le choix. Paul-Marie Sawadogo, lui par contre, dispose d'une main-d'œuvre abondante. Pour ses pères de famille, tout se déroule bien dans l'ensemble, même si souvent les eaux du lac envahissent les semis. Tout comme chez Moumini Ouedraogo, le problème d'intrants se pose. Nos récoltes varient selon la pluviométrie. Comme nos champs sont au bord du lac, souvent les eaux envahissent nos semis. En plus de cela, le manque d'intrants et de semences améliorées nous pose beaucoup de problèmes. Et pourtant, le département en charge de l'agriculture dit disposer d'une grande quantité d'intrants destinés aux agriculteurs. À cela s'ajoute aussi l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Les intrants y sont. Il y a l'État qui est en train d'appuyer les producteurs vulnérables. Il y a le NER Tamba qui a accompagné non seulement les personnes déplacées, et encore tous ceux qui veulent faire les ailes améliorées. Bon, le Netamba après accompagne un petit matériel et un intrant. Tous espèrent avoir une bonne pluviométrie en cette campagne agricole. Cependant, des intempéries telles que les vents violents et les inondations sont à craindre, surtout dans la zone de Kongoussi. À Djebougou, dans le sud-ouest, par contre, les intrants agricoles ont été disponibilisés par les autorités en charge de l'agriculture. 25 000 tonnes seront distribuées dans les 5 communes de la province. Les premiers producteurs ont reçu leurs semences ce 12 juin. Le témoignage de Oumarou Sagnon et Romuald Patrice Toy. Bourema Rabo est agriculteur à Wapassi dans la commune de Djebougou. Il vient de recevoir un sac de semences améliorées de maïs de 25 kg. Pour ce sac, Bourema a déboursé la somme de 5 000 francs CFA. Nous sommes très contents de l'État burkinabé. Pour le moment, nous n'avons pas encore reçu beaucoup de pluie. Mais une fois la pluie tombée suffisamment, nous allons commencer à s'aimer. Si après avoir sémé, nous avons suffisamment de pluie, nous aurons certainement de quoi manger. Comme lui, ils sont plusieurs centaines de personnes dans la commune de Djebougou à bénéficier du soutien de l'État burkinabé en termes d'intrants agricoles. On nous a envoyé des messages de venir ici, il y a la semence qui est arrivée. Arrivé, on nous a dit d'aller payer les kits que nous avons demandé. Moi, j'ai pris 3 variétés. Il y a les mil, il y a le maïs et il y a le soja. Ces bénéficiaires ont été choisis selon des critères édictés par les autorités nationales en charge de l'agriculture. Un nouveau mécanisme a été mis en place à l'effet pour une meilleure efficacité et une transparence dans la distribution. Nous sommes partis du recensement général de la population pour pouvoir en tout cas tirer la liste des bénéficiaires des semences et des engrais pour la campagne agricole 2020 et 2021. Pas d'influence pour ce premier jour de distribution dans ce magasin de stockage. Pour l'instant, tout se passe bien selon les agents distributeurs. Sincèrement, ce matin, les gens commencent à venir. Il y a certains qui viennent directement nous voir. On les indique là où ils doivent aller payer d'abord avant de venir nous voir. Dans les 5 communes de la province de la Bougoriba, ce sont environ 25 000 tonnes de semences améliorées, toutes spéculations confondues, qui seront mises à la disposition des populations. Un tour à la ferme à présent, il est question de nouvelles techniques d'élevage, de fabrication d'aliments, de bétail et de production laitière.
La ferme Bellouette passe de l'élevage traditionnel à l'élevage moderne, une dynamique qui suscite l'intérêt de l'association des éleveurs du Burkina, une délégation d'une 60aine de personnes venues de 12 provinces y a fait un tour en vue d'un partage d'expériences. Le reportage avec Césaire Carfo et Issia Kanan. L'Association nationale des éleveurs du Burkina en immersion à la ferme Bellouette à Dapelgo. Le temps d'une journée, ces éleveurs venus de 12 provinces du pays s'inspirent ici de l'expérience du Lalé Naba Tigré en technique d'élevage. Ce qui me réjouit est que les éleveurs ont pu s'ouvrir et puis dire que le modèle de production du fourrage enrichi à l'urée peut effectivement avoir plus de vitamines pour l'élevage, pour l'alimentation des bœufs. Si les vaches et les bœufs sont nourris au fourrage enrichi à l'urée, en tout cas, ils ont tout ce qu'il leur faut pour vivre et survivre. La ferme Bellouette, c'est une production journalière de près de 130 litres de lait. L'ambition du promoteur est d'atteindre 200 à 300 litres de lait par jour d'ici à fin 2020. Et cela passe nécessairement par de nouvelles techniques d'élevage plus intensives qui donnent de bons rendements en lait et en viande. Des innovations qui ont fini de convaincre ces visiteurs pour qui il est plus que temps de passer à un élevage moderne. Il est temps pourquoi on n'a pas assez d'espace pour conduire les troupeaux. Tous les éleveurs que vous voyez ici, qui sont représentés dans les 12 provinces de plusieurs régions là, il n'y a pas un qui n'a pas un troupeau, soit au Togo, au Bénin ou en Côte d'Ivoire. Mais ces troupeaux-là les servent à quoi? Ils n'ont pas de fumier, ils n'ont pas de lait, ils ne peuvent même pas les vendre pour. Et voilà un bon exemple où un producteur arrive à produire 130 litres de lait par jour. Et nous avons touché du doigt l'objectif que nous recherchions. Entre le Lalé Naba Tigré et les membres de l'association Dental et Pinal, c'est désormais un partenariat qui se renforce au bénéfice de l'élevage au Burkina Faso. Une collaboration qui se manifeste ici par la remise à ces éleveurs de graines de Lesena, une plante fourragère prisée par le bétail, foie du Lalé Naba Tigré. Ils sont aux bons soins des animaux pour les besoins du métier qu'ils ont choisi. Vétérinaires, ils sont en quête d'une meilleure maîtrise de la nouvelle législation. Des textes législatifs et réglementaires expliqués à la faveur d'une formation organisée par le ministère des Ressources animales, appuyée par le projet d'appui au développement de l'élevage, Lamine Karantao et Karim Sissé. Les textes législatifs et réglementaires vétérinaires du Burkina Faso ont connu une modernisation depuis 2017. Une modernisation pour se conformer aux engagements pris vis-à-vis de l'UEMOA, de la CEDEAO et de l'OMC. Et aujourd'hui, il est question pour le ministère en charge des ressources animales de présenter cette nouvelle législation vétérinaire aux participants et de faire ressortir les innovations apportées. Il y a de nouvelles thématiques qui ont été abordées, notamment la pharmacopée vétérinaire. Et vous savez que nous avons connu en 2015 la maladie de la grippe aviaire. Et dans les anciens textes, cette maladie n'était pas prise en compte. Donc une des nouvelles améliorations, c'est la prise en compte de cette maladie-là. Cette rencontre de Bobo Dioulasso va, selon le directeur provincial en charge des ressources animales de Oué, contribuer à améliorer davantage les connaissances des agents sur le terrain, mais aussi de leurs partenaires avec qui ils travaillent au quotidien. Bon, c'est avec une grande fierté que nous accueillons la tenue de cet atelier. Et il faut reconnaître que sur le terrain, il y avait beaucoup de manquements. Et je pense que cet atelier vient à point nommé pour corriger les imperfections qu'on rencontre sur le terrain. Cet atelier se tient sur une journée. Il regroupe une 50aine de participants venus des 4 coins du Grand Ouest du Burkina. Du sang sécurisé pour sauver des vies, un thème à propos pour célébrer la journée mondiale du donneur de sang.
Au Burkina, c'est la ville de Tenkodogo qui a accueilli la célébration. Elle est marquée par une séance de don de sang, une visite au centre régional de transfusion sanguine et un entretien avec les hommes de médias. Kounsoum Koulibaly et Tangaka Fando. La ministre de la Santé, Claudine Lougué, félicite Abdoulaye Ouedraogo qui depuis 3 ans donne régulièrement son sang. En cette journée mondiale des donneurs du sang, c'est encore une fierté pour lui de donner son sang pour sauver des vies, comme le dit le thème de cette année, du sang sécurisé pour sauver des vies, donner son sang pour améliorer la santé dans le monde. Si ton sang arrive à sauver une vie, en tout cas, c'est un sentiment de satisfaction. Comme Abdoulaye, ils sont nombreux ce matin au centre régional de transfusion sanguine de Tenkodogo à répondre à l'appel. Je sens que je sauve des vies et que par ce don, plusieurs personnes auront leur vie par ce don-là. À ces personnes, Claudine Lougué a prodigué des encouragements et a appelé la population à faire du don du sang un acte de charité. Nous avons choisi cette région qui abrite un dépôt qui veut grandir rapidement pour devenir un centre régional, pour encourager ce nouveau dépôt qui a eu des difficultés de démarrage et qui commence à prendre ses marques depuis mars 2020. Donc, il était bon que nous venions les encourager pour un engouement de donneurs, pour une organisation de donneurs autour de ce centre-là. En prélude à la journée, la ministre et ses collaborateurs ont présenté la politique nationale de transfusion sanguine au Burkina Faso aux hommes des médias et il ressort de cet exposé que malgré le fort potentiel des donneurs de sang au Burkina Faso, moins de 1% de la population donne leur sang, un chiffre en deçà des normes de l'OMS. Nous sommes en déficit. Nous aurions aimé qu'1% des Burkinabés puissent donner leur sang. Nous avons un peu plus de 0,5%. Nous souhaitons avoir 1% donner son sang parce que le 0,5 là nous amène en déficit. Autre temps fort de la célébration, c'est la visite du centre régional de transfusion sanguine et du centre hospitalier régional de Tenkodogo. 2 millions de francs comme aide à l'industrie pharmaceutique au Burkina. Le geste de la société MCN à l'endroit du ministère du Commerce est un appui pour la fabrication de médicaments contre le coronavirus. La remise avec Bernard Koumbelem et Momoni Soubega. 2 millions de francs CFA, c'est le don que la société MCN fait au ministère du Commerce. Un don à travers lequel MCL contribue à l'initiative de renforcement des capacités des industries de production de médicaments et des consommables médicaux. Nous faisons ce don parce que les autorités du pays ont besoin d'un soutien pour faire face au Covid-19. Et lorsqu'une telle situation arrive dans un pays, il est impératif que chacun y mette du sien pour mener la lutte ensemble. C'est le sens de notre geste. Un geste salué par le représentant du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat qui a lancé l'initiative depuis le mois de mars. La contribution de MCN, et c'est une contribution qui nous va droit au cœur parce que c'est la preuve que lorsque nous avions pris cette initiative, nous l'avons pensé que des personnes comme lui, comme sa société, auraient été intéressées justement par accompagner le gouvernement dans cette démarche. Et je crois que nous n'avions pas eu tort de lancer cette initiative. La société MCL est dans le domaine du montage des motos et des motocyclettes. Le gérant de la société juge noble l'initiative du ministère du Commerce. Il invite par ailleurs les Burkinabés à poursuivre le respect des mesures barrières afin de barrer la route au Covid-19 au Burkina Faso. 5 années à la tête du bureau exécutif de la communauté musulmane. La fin de mandat est effective pour l'équipe sortante depuis le 6 juin. Une mandature riche en initiatives et en projets. Ils sont expliqués à la presse qui a d'ailleurs été conviée à la visite chantier d'un hôpital en construction. Amadou Ilboudo et Sekou Zongo. C'est un exercice de redevabilité du bureau exécutif de la communauté musulmane en fin de mandat. Abdoul Lasmane Sana et son équipe sont conscients des insuffisances de leur mandature. C'est pourquoi Abdoul Lasmane Sana tient ici à présenter les excuses de son bureau à l'ensemble des Burkinabés.
Au cours de notre mandat de 5 ans, nous avons certainement péché dans nos actions. C'est le lieu pour moi de demander pardon au gouvernement, à la communauté musulmane et à tous les Burkinabés. Des insuffisances, certes, mais qui n'occultent pas l'ensemble du bilan. Pour le président de la communauté musulmane du Burkina Faso, plusieurs réalisations ont été faites entre 2015 et 2020. Nous avons commencé les madrasas centrales pour la rénovation, puisque la madrasa, depuis qu'on l'a conçue, l'infrastructure en tout cas était faite, mais il y avait beaucoup de choses qui manquaient. De là-bas, nous avons revenu à la grande mosquée comme telle que vous qui connaissez la grande mosquée, telle qu'elle est. Quand nous sommes arrivés, c'était une groupe qui est en train d'alimenter le courant. Mais qu'est-ce que la communauté musulmane, étant grand, qu'est-ce qu'il veut faire? Il faut faire quelque chose qui va donner, qui va servir tout le monde. C'est pour ça que nous avons pensé que nous allons poser cet hôpital qui va soigner toutes les Burkinabés, même les étrangers. Au sujet de cette réalisation, les travaux de construction de l'hôpital situé à Tanguin avancent bien. Le bureau exécutif est en fin de mandat depuis le 6 juin dernier et à en croire Abdoul Rasmane Sana, l'élection du nouveau bureau se fera dans un bref délai. Toutefois, précise-t-il, ce nouveau bureau sera mis en place après un bilan détaillé de la gestion du bureau exécutif sortant. La journée internationale de l'albinisme, c'était ce 13 juin. Les femmes touchées par ce manque de mélanine dans la peau se sont réunies en association depuis 2008. Elles y mènent des actions de sensibilisation et à leur actif, la première édition de Albi Week. Zoom ce soir sur la FAB avec Nong Bakouda et Amandine Lalsaga. Elle est la présidente de l'Association des femmes albinos du Burkina. Maïmouna Dene a créé cette association en 2008 pour soutenir les femmes albinos qui, selon elle, sont marginalisées. On pense que l'enfant albinos est né parce que la maman a trompé le papa, ou bien on pense que la maman est porte-malheur, voilà pourquoi elle a amené un enfant albinos dans la famille. Donc, toutes ces raisons ont fait que la plupart des femmes qui ont mis au monde un enfant albinos rencontrent beaucoup de difficultés. Il y a des cas même où la femme même a été chassée de son foyer. Avec un bureau réduit et quelques membres au départ, l'association compte aujourd'hui une centaine de membres et collabore avec d'autres associations sœurs. Ce que nous menons, c'est les sensibilisations, on fait ça beaucoup. Les formations, c'est-à-dire des formations genre développement personnel, l'estime de soi, tout ça pour permettre aux personnes d'albinos de sortir de leurs réserves, de se dépasser. Des activités de sensibilisation qui sont menées par l'association pour l'amélioration des conditions de vie de la femme et des enfants albinos avec des résultats probants. Avec ce que nous faisons au niveau de l'association, ça contribue vraiment à faciliter les choses au niveau des enfants albinos à l'école. Des fois, par moment, même en classe, pendant que tu es assis, quelqu'un vient, il tire sur tes cheveux parce que lui, il aurait appris qu'à mettre ça dans son bic, il va devenir premier. Les enfants ne le font plus comme ça. Et aussi avec l'inclusion inclusive au Burkina ici, donc où on doit accompagner toutes les personnes handicapées en général à l'éducation. Donc ça permet aussi aujourd'hui que les personnes albinos aussi soient prises en compte à un certain niveau. L'association a 12 ans, mais elle est encore peu connue du grand public. Sa première grande activité est Albi Week en 2019. Ici, nous travaillons du tic au tact parce que nous manquons financièrement de moyens. Et aussi également, il y a le manque de soutien parce que les gens ne prennent pas au sérieux le sujet de l'albinisme. En dehors de la ville de Ouagadougou, l'association des femmes albinos compte des membres dans d'autres localités du Burkina. Elle envisage les années à venir couvrir une grande partie du territoire national, l'objectif étant de contribuer à l'épanouissement de la jeune fille albinos.
Hamidou Zouetaba, un nom qui ne vous est sans doute pas inconnu. Ce dessinateur de talent est celui-là qui vous a permis de vivre le procès du putsch sur la télévision nationale. Eh bien, aujourd'hui, il expose ses œuvres consacrées aux coulisses du putsch au musée Rainimi de Isuka à Koudougou. L'exposition se déroule du 13 au 27 juin. La primeur avec nos reporters Kwalaï Nebié et Sébastien Zongo. Les pieds attachent les mains au RSP. C'est-à-dire les soldats de première classe ne respectaient pas les ordres des officiers. C'est l'histoire en images des coulisses du procès du putsch manqué de 2015, comptée à travers une trentaine de dessins de presse. En choisissant Koudougou, je rends hommage à Norbert Zongo. Et en choisissant Koudougou aussi, comme vous dites, Isuka, c'est le chef au musée Rainimi, parce que le chef n'est pas un politicien. Et nous, les caricaturistes aussi, nous sommes engagés, nous ne sommes pas dans la politique. Ceci n'est qu'un échantillon de 400 caricatures de 2 ans de procès que l'artiste envisage pour une plus grande exposition. C'est une très belle exposition et je viens de dire à M. Zetaba de venir après pour que ensemble on essaie de l'accompagner dans son prochain projet de grande exposition qu'il prévoit faire en 2021. Cette exposition sonne la réouverture du musée Rainimi de Isuka après la période de quarantaine en raison de la maladie à coronavirus. On va respecter les consignes de l'État, mais nous allons aussi faire en sorte que tous ceux qui viennent ici puissent porter le masque, puissent se laver les mains, puissent en tout cas observer les mesures barrières. Les adultes sont plus intéressés par le musée ou le palais. Les enfants aiment bien quand on leur parle ici au niveau de la place Nababoulbo, quand on leur parle de l'histoire de Bassanga. Bassanga, c'est le fondateur de la ville de Koudougou et on raconte sa légende. L'exposition sur les coulisses du procès du putsch manqué de 2015 attend les visiteurs jusqu'au 27 juin 2020. Dans l'actualité hors de chez nous, les États-Unis font face à de nouvelles manifestations contre les violences policières. En cause, le décès d'un suspect noir abattu par la police à Atlanta. L'homme en état d'ébriété aurait résisté à une arrestation policière. Un agent de police serait également blessé. Des manifestations violentes ont éclaté samedi dans la ville américaine d'Atlanta après le décès d'un suspect, un homme noir de 27 ans, lors d'une tentative d'arrestation. Des dizaines de personnes ont bloqué une autoroute et ont incendié le fast-food près duquel Richard Brooks a été abattu lors d'une confrontation avec les forces de l'ordre. Après le drame, la chef de la police d'Atlanta a démissionné. La chef Erika Shields a été un membre solide de la police d'Atlanta depuis plus de 2 décennies et a un amour profond et constant pour les habitants d'Atlanta. Et parce qu'elle souhaite que la ville soit un modèle de réforme pour le pays, la chef Shields a proposé de se retirer immédiatement en tant que chef de la police, afin que la ville puisse avancer de toute urgence dans le rétablissement de la confiance si désespérément nécessaire dans notre communauté. Les faits qui sont intervenus vendredi soir surviennent alors que de nombreuses manifestations contre les violences policières et contre le racisme ont lieu depuis plusieurs semaines aux États-Unis et dans d'autres pays, à la suite de la mort de George Floyd à Minneapolis. Et c'est tout pour cette édition. Merci d'être resté en ma compagnie tout au long de cette semaine. Dès demain, une nouvelle équipe s'installe. Moi, je vous dis à très bientôt sur la RTV. Dieu voulant. Bonsoir.